Quelqu'un m'a demandé dans un salon du livre, et à quand la suite? Alors moi, je pensais que j'avais tout écrit, que j'avais tout dit, puis que j'avais fait le tour. Finalement, je me suis posé la question, est-ce que ce serait possible d'identifier ces Acadiens-là? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus, dans le fond, que ce que j'avais déjà fait dans mon premier livre? Alors, je me suis intéressé, je me suis dit, essayons, et c'est effectivement un ouvrage de détective j'ai entrepris pour pouvoir arriver à 320 pages plus tard à cette petite œuvre-là, qui, je pense, est assez appréciée. Déjà à sa sortie, j'ai eu un prix, la Bourse des écrivains francophones d'Amérique, alors qui reconnaissait donc mon travail. Alors j'étais vraiment très fier. Et vous avez aussi remarqué probablement la préface de notre ancien premier ministre, un gars de la place, donc Bernard Landry. J'ai vraiment eu cet honneur-là, je suis vraiment content. Le livre est construit en 3 parties. Alors, la toute première, pour situer, alors ces Acadiens-là, ils arrivent de la Nouvelle-Angleterre, mais qu'est-ce qui s'est passé pour eux là-bas? Comment ils s'y sont rendus? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Alors, c'était important de revoir cette histoire-là. En deuxième partie, mythes et réalités, légendes acadiennes au Québec. Notre histoire, elle est construite beaucoup sur des mythes et légendes. Il fallait donc essayer de comprendre, les analyser, les décortiquer pour essayer de trouver le fondement historique à cette histoire-là. Alors, c'est ce qui m'a emporté à faire cette deuxième partie-là. Et la dernière, donc les Acadiens au Québec, bon, ils arrivent très bien, mais qu'est-ce qui se passe? Souvent dans les livres, par exemple dans Bonheur-Sonneau, on sait qu'il va nous énumérer une liste d'Acadiens qui va nous dire « ils sont dans la Nodière, ils sont à Saint-Jacques », mais on ne sait pas comment ils sont arrivés vraiment, on ne sait pas quand, mais on sait qu'ils sont là. Alors, il fallait aller au-delà de ça, et aussi comment ils sont accueillis et par qui. Moi, ça m'intéressait comme question, puis je me disais souvent, on dit ils sont là, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé réellement, mais ils sont là. Alors, je voulais aller plus loin que ça. Alors, le premier chapitre commence avec le rappel des événements. Alors, un retour sur c'est quoi la déportation, mais en bref, puisque j'en avais déjà assez parlé dans le premier tome. Et ici, je suis vraiment content puisque ce sont des frères Savoie qui m'ont approché au Salon du Livre à Gatineau et qui m'ont parlé de la dernière œuvre de Claude Picard, celui qui a fait les fresques à Grand-Pré, pour ceux qui connaissent, les 6 grandes fresques où on reproduit un peu les scènes de la déportation des Acadiens. Et voici donc une autre fresque de Claude qui a été faite vraiment la dernière année avant son décès, qui représente ici la terre des Savoies, alors à Belle-Île, donc à Port-Royal. Et en arrière, ceux qui remarquent, oh oui, on la voit bien ici à l'écran. On voit ceux qui ont déjà vu, il y a la carte à l'arrière par la suite, Mme Michaud pourra vous montrer, qui s'appelait la Pré-Ronde. Alors, on la voit dans le fond, et les habitations qui sont à l'arrière, c'était les meuniers de Pierre Thibodeau qui y habitaient. Alors, pour ceux et celles, donc, c'est leur ancêtre. Et donc, ici, donc, c'est la famille Savoie. Et il a fait vraiment une étude pour savoir comment les moulins étaient construits, pour reproduire ici, on le voit bien, à droite, en haut. On nous disait que les Acadiens ils ne savaient pas que les Américains, que les Acadiens étaient pour se faire déporter chez eux. Bien, moi, j'ai trouvé un article qui est reproduit dans ces journaux-là, et probablement dans les autres que je n'ai pas pu mettre la main dessus, mais on voit dans le Virginia Gazette, dans le New York Mercury, Pennsylvania Gazette, Maryland Gazette et le Boston Evening Post, donc au Massachusetts. Et regardez bien ce qu'on y trouve. Alors, les Américains étaient bel et bien au courant que les Acadiens se faisaient déporter chez eux. Alors, quand le gouverneur de la Virginie dit « j'étais pas au courant, c'est pas mon problème, je les envoie au roi d'Angleterre », c'est de la foutaise. Et regardez bien cet article que j'ai trouvé. Il date de Boston, 18 août 1755. Alors, c'est dans l'été, c'est avant même qu'ils se fassent emprisonner, c'est avant même qu'ils se fassent mettre sur les bateaux pour se faire déporter. Et il est très bien clair, là, dans l'article, il a été déterminé d'enlever les habitants français. On précise ici de la Nouvelle-Écosse. 7000 d'entre eux doivent être disposés parmi les gouvernements britanniques entre la Nouvelle-Écosse et la Géorgie. Et quand on fait le décompte de l'époque, ils étaient près de 7000 en Nouvelle-Écosse. Ensuite, on nous dit, en vertu de ce but, tous les navires à Halifax, aptes à accomplir ce service, ont été repris et les ordres sont parvenus en cette ville, à Boston, pour engager autant de navires que possible afin de transporter 2000 personnes. Et on va tout de suite déporter la population de Beaubassin.
Ce sont les premiers. Et on voit, là, on a l'ordre de réquisition des bateaux. Vous passez dans le coin, vous êtes marchand, vous faites confisquer votre bateau parce qu'il faut aller déporter les Acadiens. Et on sait dans notre histoire qu'il va manquer de bateaux dès le départ. Alors, ils vont embarquer les hommes en premier, et quand ils auront assez de bateaux, ils vont embarquer les femmes et les enfants. Alors, on le voit, c'est très, très clair. Comment se fait-il qu'aucun historien a relevé cet article auparavant? Bonne question. J'ai même trouvé un acte de loi un mois avant l'arrivée des Acadiens au Connecticut. La plupart, vous êtes descendants des Acadiens qui étaient au Connecticut, ceux qui sont de la région. Et un mois avant leur arrivée, il y a un acte de loi précisant qu'est-ce qu'on fait avec eux, où on les dispose. C'est déjà indiqué dans une loi un mois avant. Alors, s'ils n'étaient pas au courant, c'est quand même drôle qu'ils aient voté une loi avant. Alors, ils étaient bel et bien au courant. Imaginez, là, je n'ai pas fouillé toutes les lois dans chacune des colonies, mais on pourrait trouver probablement quelque chose de similaire là aussi. Ils étaient clairement au courant. Autre découverte où j'en ai encore des frissons. J'ai trouvé un témoignage dans un journal. En février 1756, un Acadien nous racontant ce qu'ils ont vécu. Alors, c'est Jean-Baptiste Gallerne, qui est l'époux de Catherine-Joseph Hébert, qui était de la région de Grand-Pré, précisément à Péziquit. Il était ce qu'on appelait à l'époque un député, il faut comprendre le langage aujourd'hui, un délégué, alors qui représentait son hameau. On voit souvent ça, c'est mal traduit dans les anciennes cartes, parce que c'est écrit en anglais, donc on va dire, c'est écrit par exemple Thibodaux Village, et ça a été malheureusement traduit par le village des Thibodaux ou des Leblanc, etc., mais c'est un hameau. Alors, ce n'est pas un village avec une église et un marchand de marchandises tout seul au milieu, là. Il n'y a pas de commerce. C'est vraiment un hameau, ce regroupement de maisons. Bref, chacun de ces regroupements, de ces hameaux, a un délégué porte-parole auprès des Britanniques. Jean-Baptiste est un de ceux-là. Et donc, lui est déporté sur le Three Friends, qui quitte l'Acadie donc en octobre 1955 et arrive en novembre, donc en Pennsylvanie. 3 mois plus tard, comme je vous disais, son récit est publié. Lui, son anglais n'est pas très bon, mais il va être publié tel quel. Moi, je l'ai traduit, je l'ai fait vérifier par un professeur de Concordia pour m'assurer de la qualité donc, de la langue. Et ça va comme suit, parce que quand même, il faut que je vous fasse le récit. Alors, dans la situation actuelle des choses qui n'est pas satisfaisante, nous avons été faits prisonniers et nos propriétés, à la fois réelles et personnelles, confisquées pour l'usage du roi. Et les navires étant prêts, nous avons été expulsés quelque temps après, avec la plupart de nos familles et dispersés dans les colonies anglaises. La hâte et la confusion dans laquelle nous avons été embarqués a été une circonstance aggravante qui s'ajoutait à nos malheurs. Ainsi, beaucoup qui avaient vécu dans l'opulence se sont retrouvés privés de toute nécessité. De nombreuses familles ont été séparées, les parents de leurs enfants et les enfants de leurs parents. Pourtant, béni soit Dieu que notre groupe fut envoyé en Pennsylvanie, où nos besoins ont été soulagés et nous avons en tout point été reçus dans la charité et la bienveillance chrétienne. Et laissez-moi ajouter que, malgré les soupçons et les craintes qui si beaucoup ont à notre endroit, comme si nous étions un peuple dangereux, qui a peu de scrupules de rompre leur serment, le temps viendra montrer que nous ne sommes pas de tels gens. Non, la situation malheureuse dans laquelle nous sommes maintenant est une preuve claire que c'est une fausse accusation, tentant à aggraver les malheurs d'un peuple déjà trop malheureux, car si nous avions eu de telles pensées pernicieuses, nous aurions facilement pu éviter de tomber dans de tristes circonstances, dans laquelle nous sommes maintenant, à savoir privés de notre richesse, bannis de notre pays natal et réduits à vivre dans la charité dans un pays étranger. Et ce, pour avoir refusé de prêter un serment que nous sommes fermement convaincus que le christianisme nous interdit fermement de violer. Et si nous avions prêté ce serment, nous n'aurions pourtant pas pu le respecter sans être exposés à enfoncer nos épées
dans le ventre de nos amis et de notre parenté. C'est quelque chose, mesdames et messieurs. J'en ai des frissons. Jamais, moi je suis vraiment surpris d'avoir trouvé cet article-là dans les journaux. Jamais j'ai trouvé quelque chose de similaire auparavant. Il n'y a pas un auteur qui a relevé ce témoignage-là. Et on comprend l'amertume des Acadiens, qu'est-ce qu'ils ont vécu, mais en même temps, pourquoi ils ne pouvaient pas prêter ce serment-là. Vous savez, dans le temps, les baïonnettes, il y avait vraiment une épée au bout, et ils devaient se défendre. Et là, on leur demandait de défendre la Nouvelle-Écosse, britannique maintenant, contre leurs frères canadiens ou acadiens qui étaient soit sur l'île Saint-Jean, sur l'île Royale, qui est le Cap-Breton, ou l'île du Prince-Édouard, et même ceux qui venaient donc du Canada, qui est le Québec actuel. Alors, ils ne voulaient pas se battre contre leurs frères qui étaient déjà partis. Alors ça, c'est important. On ne voulait pas faire ça. On va donc permettre aux Acadiens de recevoir des terres s'ils marient un protestant ou une protestante britannique. C'est le seul cas, là. Sinon, ils n'ont pas le droit à rien et ils vont donc tous se faire confisquer au nom du roi, comme c'est dit dans le témoignage et comme c'est dit aussi dans les textes de loi britanniques. Alors, on leur confisque, on leur enlève. Les Acadiens n'ont pas pu rien payer, là. Bon, on ne veut même pas les avoir là. On dit même, il y a un texte dans mon premier livre qui dit tout simplement « Je ne veux pas qu'ils prêtent le serment d'allégeance. Il faut régler le problème, on les sort de là. » J'ai trouvé en mars 1757 des Acadiens qui se plaignent que plusieurs enfants vont être enlevés, transportés dans les plantations et d'un autre et vendus pour les Anglais, par les Anglais, pour qu'ils travaillent dans les plantations de canne à sucre notamment. Et ça, c'est en Géorgie. Dans les colonies qui nous intéressent un peu plus, qui sont donc nos ancêtres, tous qui ont été, Connecticut, New York, donc les colonies du Nord, Massachusetts, on va enlever les enfants, on va les envoyer soit dans deux circonstances. Alors la première étant chez des nobles, pour qu'ils soient les serviteurs, ou l'autre circonstance, chez des gens de métier, pour qu'ils deviennent des apprentis. Et comme ça, ils n'ont pas le choix d'apprendre l'anglais. Puis comme ils sont séparés de leur famille, ils sont obligés d'aller au rituel religieux de leur nouveau maître, c'est-à-dire la confession protestante, quelle que soit méthodiste ou anglicane, n'importe. Ils n'ont pas le choix. Alors ici, c'est le type de chaîne que les enfants ont pu avoir, surtout en Géorgie, quand ils ont été vendus comme esclaves. La guerre de religion, elle est récente dans cette histoire-là. Okay? Alors, catholiques, protestants, là, ça ne s'aime pas beaucoup, et ils sont restés avec un certain relent avec ça. Il ne faut pas oublier non plus que par la suite, la Nouvelle-Écosse, l'Acadie, ce sont les meilleures terres d'Amérique. Alors, les Britanniques en veulent plus. Ils ont de plus en plus de population en Nouvelle-Écosse, en Nouvelle-Angleterre, et ils veulent donc aller de la nourriture, ils veulent cultiver, ils veulent les meilleures terres pour les Britanniques. Alors, il y a une raison économique qui est très profonde, aussi religieuse, mais très profonde au niveau de l'économie. On veut les terres et c'est ce qu'on fait. Alors, on confisque au nom du roi pour pouvoir s'installer. C'est clairement, dans les termes d'aujourd'hui, une épuration ethnique. C'était déjà dans les plans depuis longtemps. On disait même, c'est Shirley, gouverneur du Massachusetts, dans les années 1740, il y avait un plan, il disait si on peut donc introduire des Britanniques en masse dans cette région-là, au bout de 2 ou 3 générations, ils vont tous être britanniques et protestants. Et c'est écrit tel quel. Je le mets dans le début du livre avec la source du document qu'il a écrit. Ensuite, le chapitre 3. Donc, cette deuxième partie du livre, je vous rappelais tout à l'heure, pour déconstruire les mythes, les mythes de ces grandes marches de 500 à 900 kilomètres, où là, on suit un petit peu Longfellow, puis qu'on peut suivre les petites croix noires là, sur le long du chemin. Bref, au 18e siècle, il n'y a aucun chemin qui existe entre la Nouvelle-Angleterre et le Canada. Le seul chemin existant, praticable, c'est la voie navigable et on utilise l'océan, le fleuve. Les hommes, comme M. Ferland nous a présenté tout à l'heure, en forme, capables, aller en faire donc du marchandage, eux vont monter la rivière Hudson, mais ça prend du monde en forme. Donc, on voit ici, c'est une représentation de Claude Picard, une commande faite par Parc Canada pour Grand Pré. Alors, illustration mythique, fausse, basée sur Longfellow. Alors, il n'y a pas de chemin,
puis il y a encore moins de temps de ramasser des fleurs en passant. Donc, dans ce chapitre, on découvre les fondements historiques et bibliques de ces divers récits. Alors, moi, ma formation de base, c'est théologie. Ensuite, j'ai fait histoire, j'ai aussi pédagogie. Donc, j'enseigne autant l'éthique culture religieuse que l'histoire. Et dans les cours de théologie, on apprend l'exégèse. L'exégèse, c'est l'analyse des textes anciens, religieux, mais ça va maintenant dans les textes historiques, puis c'est plus simplement religieux. Mais il faut savoir qu'au 20e siècle et au 19e siècle, qui écrit notre histoire? C'est nos bons pères, nos bons religieux. Et qu'est-ce qu'ils font, nos bons pères puis nos bons religieux? Chaque matin, ils lisent le bréviaire. Comme il n'y a pas d'histoire acadienne, on a Longfellow qui nous raconte une belle histoire d'une pauvre femme qui s'est faite séparer de son fiancé, Évangeline et Gabriel. Et on nous raconte une histoire. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette histoire-là, elle a un bon fondement pour nous. C'est-à-dire qu'elle a réussi à faire connaître à des générations ce qui s'est passé, Américains, Canadiens, Acadiens, et même en Europe. Mais est-ce qu'elle a un fondement historique? Bien, c'est une histoire. C'est un roman, comme on pourrait dire, épique. Il n'y a pas de fondement historique à part de dire que les Acadiens ont été déportés. Alors là, on part de cette histoire-là. On lit l'Exode des Juifs le matin dans le bréviaire. On lit toutes sortes de choses, là, les juges, et puis on se base là-dessus. Puis là, finalement, moi, je me suis rendu compte à un moment donné, je ne me rappelle pas dans quel livre, je pense que c'est Casgrain qui parle des grandes caravanes organisées là, pour leur retour. Là, j'ai dit, attends un petit peu, les caravanes, ça me dit quelque chose, ça. Il y a un texte biblique, la prophétie de Déborah. Je vous invite à aller lire ça, ceux qui ont la Bible à la maison. Et là, la prophétie de Déborah, et quand vous allez la lire, vous allez vous dire, mon Dieu, on dirait le retour des Acadiens. Un peu plus loin, je continue à gratter mon affaire, puis là, j'ai dit, j'ai l'impression de lire l'Exode des Juifs. Il fallait juste changer la savane par la forêt boréale, changer les animaux là, pour que ça aille dans le bon secteur, puis ça marche. Alors, je me suis dit, finalement, on a beaucoup plus l'histoire des Juifs acadiens que des Acadiens. Alors, je me suis dit, il faut donc investiguer, parce qu'à un mythe, il y a toujours un fondement historique. Et c'était lequel? Je vous reviens là-dessus, il faut que je vous garde en haleine un petit peu. Alors, je vous mets quelques extraits ici. Donc, j'ai parlé de l'Exode, le Cantique de Déborah, le deuxième livre, le deuxième poème de Job, dans le livre des Juges aussi. On a même des références à l'Énide. L'Énide, là, c'est écrit par Virgile, au 1er siècle avant Jésus. On sait que dans nos collèges classiques, on apprend aussi le latin. Et on apprend qui est Virgile, les textes de Virgile. Et on a des belles références dans ces œuvres-là à Virgile. Bien, je ne sais pas, mais le 1er siècle avant Jésus, là, ça n'a pas rapport avec nos Acadiens. Alors, quand on analyse ça, on comprend que finalement, notre histoire a été construite sur notre connaissance qu'on avait de notre culture latine et notre culture religieuse. Maintenant, il fallait donc aller chercher les faits historiques pour reconstruire, réécrire cette histoire-là acadienne qui est la nôtre. On a donc, à partir des données généalogiques en Acadie, il y a encore des registres, il y a des recensements qui existent, tout n'a pas brûlé. Les données démographiques et géographiques, les documents d'affaires municipales et politiques. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Comment ça, des documents d'affaires municipales? Bien, imaginez donc au 18e siècle, les pauvres relèvent des communautés. Et l'erreur des auteurs avant moi ont cherché dans les archives gouvernementales, ne trouvant pas de traces, se disant « Ah d'accord, il n'y a pas de traces, ils ont donc marché. » Erreur, il n'y a pas de traces parce que ce n'est pas eux qui s'occupent d'eux. Ce sont les communautés. Rappelez-vous ici, dans les années 50, on a fait une révolution ici, une révolution tranquille, mais dans les années 50, c'est qui s'occupait des pauvres? Les religieuses, les frères, les curés, c'est les communautés. Ce n'était pas le gouvernement. Et c'était pareil au 17e siècle. Alors, il fallait donc, et au 18e, il fallait donc fouiller autrement pour trouver autre chose. Et donc, j'ai trouvé des petits trucs, je vais vous en donner un exemple tout à l'heure. Objet patrimonial et muséal, j'ai trouvé des trucs dans les musées qui peuvent donner des bonnes pistes. Des données généalogiques au Québec. Et voici donc la trace. Un exemple, la boussole qui a été servie
par Joseph Hébert. La seule erreur dans la mention qui est écrite par son petit-fils, il s'est trompé en écrivant l'année. Il a dit que son grand-père a utilisé cette boussole-là en 1764, alors que c'est en 1766. C'est la seule erreur dans ce document-là, qui est donc direct. Alors, c'est le petit-fils qui note ce que grand-papa a dit. Il s'est juste trompé. Mais voilà, donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut trouver. Je vous reviendrai là-dessus avec la boussole. Tout à l'heure, donc, ensuite, le chapitre 6, c'est l'histoire actualisée. À partir de tous ces faits-là, on peut donc réécrire l'histoire à partir aussi de l'histoire réelle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand l'ordre de déportation? Qu'est-ce qui s'est passé telle journée, présentement? Donc, on peut partir de ça et réécrire une vraie histoire. Alors ici, on a donc un de leurs fils qui fut un des premiers députés parlementaires au Canada, un Acadien, Jean-Baptiste Hébert, ici dans Nicolette, si je ne me trompe pas. On va donc poursuivre ici un exemple d'affaires municipales dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, dans la ville de Worcester, Massachusetts, c'est eux qui payent les frais de transport à la famille Hébert. Et regardez ce qu'on trouve dans leur livre « Souvenirs de municipalité », écrit en 1862. Alors, ma grande surprise que ça n'a pas été découvert avant, tant mieux pour moi, ça me fait de belles présentations à faire. Alors, la ville accorda 7 livres sterling pour faire des provisions et payer le passage de gens, on disait « Lebert » parce qu'ils ne savaient pas dire Hébert, au Québec. Et on a autorisé les échevins à recueillir cette somme en empruntant. C'est eux qui payent depuis qu'ils sont arrivés en 1755-56. Ils sont tannés de payer. Ils vont dire « Hey, on emprunte pour payer une fois pour toutes. On règle le problème. On les envoie au Québec. Merci, bonsoir. Ils sont partis. On aura une dette quelques mois, mais c'est pas grave. On ne payera plus jamais pour eux autres. » Et ça, j'en ai trouvé plusieurs. Là, ici, c'est un exemple, parce qu'on pourrait passer des heures à en parler. Alors, ils ont réellement pris le bateau. Et là, on voit, hein, donc, 1862. Ici, quelques exemples. Même chose, ça, c'est une famille, mais c'est comme ça pour toutes les familles. Quand on me dit, c'est quoi être Acadien au Québec, c'est quoi le lien, c'est quoi le rapport? Bien, écoutez, ces Acadiens-là, ils ont une influence dans notre histoire, et seulement juste un exemple ici pour cette famille, mais on en a dans toutes nos familles. Alors, présentement, ici, si on peut voir, on a donc Jean-Baptiste Hébert qui devient député, qui est aussi un patriote. On a Anne Hébert, écrivaine. On a Nicolas Tolentin Hébert qui fonde Hébertville dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Jacques Hébert qui devient sénateur. On a ensuite, via son fils honoré, Louis-Philippe Hébert, le grand sculpteur qu'on connaît très bien, son petit-fils Guy Badeau, qui est caricaturiste au journal Le Droit à Ottawa. On a ensuite Alfred Desilets, avocat greffier de la Cour à Trois-Rivières. C'est aussi un auteur. On a Jean-Baptiste, par sa fille Marguerite Hébert. Jean Chrétien, notre ancien premier ministre. Et on a donc Raphaël Bellemare, écrivain. Je pense que je vais aller le rencontrer pour y dire, pour qu'il pense un petit peu à la cause acadienne. Bref. La dernière partie du livre, c'est vraiment réécrire cette histoire-là. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de la boussole, j'ai dit il y a des faits, ils viennent en bateau, qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, on a donc, c'est la couverture aussi du livre, qui date de 1770. C'est la vue de Québec à partir de Lévis à l'époque. Je vais vous mettre la photo tout de suite après. Vous allez voir Québec aujourd'hui, la même prise de vue, ou presque. En A, c'est où ce qui était le château Saint-Louis, qui est la résidence du gouverneur. Si vous avez été dans le Vieux-Québec dernièrement, c'est situé ce qui est la place du Frein maintenant. Et il y a même, ils ont enlevé du bois pour mettre des plaques vitrées pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui reste de ce château-là. Alors, on voit la cuisine, on voit des pièces, on voit les fourneaux qui restent donc de ce château-là. Et à l'arrière, on a construit le château Frontenac. Alors, et on reconnaît en D, E ici, Notre-Dame de Québec. En bas aussi, vous reconnaissez les vieilles maisons qui sont toujours là. Et en C, la petite pointe ici qui est à gauche, c'est l'arrivée de la traverse donc de Lévis. Alors, le traversier s'accoste là. C'était là que nos Acadiens sont arrivés au port de Québec. Le port aujourd'hui de Québec est dans Rivière-Saint-Charles, il est plus loin, mais là, c'est vraiment là que ça se passait dans le temps. Alors, on peut voir la photo aujourd'hui. Alors, exactement, hein, ce que je vous disais, on reconnaît les bâtiments en bas, en haut aussi Notre-Dame, et où ce qui est maintenant le château Frontenac, qui était donc le château Saint-Louis.
En fait muséal, on a ici la seule Acadienne qui a été peinte, qui est déportée et qui vient s'installer au Québec. C'est une grande-tante de notre Fred Pellerin, notre conteur. Alors elle, quand elle est arrivée à Québec, quelques années plus tard, elle a marié un riche bijoutier de Québec et ils se sont fait peindre quelques années plus tard. Les deux peintures se retrouvent au Musée des Beaux-Arts du Québec, à Québec. Et ça m'a coûté 350 la photo. Je n'ai pas acheté le mari, je me suis dit que ça nous intéressait un petit peu moins. Un autre 350, là. Bref, je ne l'avais pas. Alors, c'est quoi notre histoire? On a défait les mythes, mais je ne vous ai pas conté comment ça s'est passé. Alors, on a au Québec le gouverneur Murray, qui est là depuis le traité de un peu avant le traité de paix, mais bref, au traité de paix, ça y est, c'est fini, c'est réglé, il n'y a plus de guerre. On peut donc accueillir des nouveaux colons. L'année passe, pas de colons. L'année suivante, pas de colons. Et il dit, voyons, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut les attirer, nos nouveaux colons. Comment on va faire? Alors, il fait une proclamation royale qui date au 1er mars 1765, offrant aux immigrants une terre gratuite, congé de taxes pendant 2 ans et 1 mois de provision. Et là, c'est publié sur 3 pages dans le journal de l'époque. Ce journal-là, on va le voir un peu plus tard dans un autre extrait, la colonne de gauche est en anglais et la colonne de droite est en français. Journal fondé en 1764 à Québec, de Gazette Québec. Et là, les commerçants qui viennent de Boston, Pennsylvanie, New York, Connecticut, etc., amènent le journal, ils l'achètent, mais ils repartent avec, c'est à eux autres, ils l'amènent, ils le partagent à leur connaissance, et là, il y a des employés au port, qui sont des Acadiens, voient cette nouvelle-là, et se disent « Hey, on aimerait ça bénéficier de cette offre-là, nous aussi. » Mais ils sont détenus, rappelez-vous, et ils sont proscrits au Québec. Alors, on a un problème, ils ne peuvent pas partir, puis ils ne peuvent pas arriver non plus. Alors, il faut négocier cette histoire-là, que je vous reparle dans quelques instants, effectivement, c'est là. Alors, une autre illustration où on voit le château Saint-Louis. Ce qui va arriver, et ça, c'est dans les archives, c'est détaillé dans le livre, le gouverneur du Massachusetts va dire d'accord avec il y a beaucoup de pression de la part des Acadiens, va dire on veut bénéficier de cette offre-là. On veut partir. Laisse-nous partir. Ils viennent paraître d'accord de dire on va vous laisser partir, mais il va-tu vous accueillir l'autre bord? On ne le sait pas. Alors, il va payer Étienne et Joseph Hébert, les 2 frères, en février 1766, et il va donc les payer 20 livres sterling. Tout ça, c'est documenté. Ils vont partir, le fameux mythe des marches, là, c'est eux. Ils partent en février, en raquette, pas à travers les bois, que c'est pas passable. Qu'est-ce qui est mieux qu'une bonne rivière gelée? Ça marche donc plus facilement, hein? Puis c'était bien drette, cette affaire-là, ça va bien. Alors, ils vont monter la Hudson, le portage, c'est pas difficile, ils n'ont pas de canot à traîner, puis ils ont été payés. C'est comme ça qu'ils ont acheté la boussole que vous avez vue tout à l'heure. Et ils vont donc avoir des provisions, parce que vous savez, là, comme ça dit dans le fameux poème de Longfellow ou dans d'autres récits, « Ah, tiens, aujourd'hui, on va prendre le temps d'aller chasser l'orignal, peut-être, j'en ai vu un passer hier. Oh, ben tiens, allons-y aujourd'hui on va mettre des pièges, puis on va essayer de pogner quelques lièvres en passant. » Il n'y avait pas le temps, les gars, là. Ils avaient leurs provisions avec eux. Ils ont été payés. Oui, ils se sont peut-être arrêtés à quelques maisons, mais là, c'est pas super développé, là, ce coin-là. Alors, on a vu des récits comme ça qui s'arrêtent de maison en maison puis essayent de ne pas se faire pogner. Ils ont une lettre qui les autorise à marcher et à aller donner cette lettre-là au gouverneur à Québec. C'est les seuls qui ont le droit de s'éloigner de leur municipalité. Les 2 seuls. Alors, notre mythe fondateur, le fait historique, et c'est celui-là. Alors, ils vont arriver à Québec, ils négocient au château Saint-Louis, et Étienne va rester pour préparer l'accueil des Acadiens. Joseph repart en bateau avec l'autorisation d'arrivée des Acadiens. Escale à Halifax, annonce le tout aux Acadiens de la place. 3 familles, un mois plus tard, embarquent dans l'offre. Eux, ils n'ont pas la permission, c'est correct, ils l'ont eu du gouverneur d'Halifax. Ils partent. C'est 3 familles qui viennent dans Masquinongé. Alors, des Broussards et, là, j'oublie le nom, mais c'est 3 familles qui sont reliées.
Alors, nos Acadiens, Joseph arrive en juin. Ils font tout de suite la demande. Le 2 juin, la liste est longue. Tout le monde veut partir. Ceux qui ont les moyens quittent et ils arrivent le 31 octobre août 1766. Ça va donc faire 250 ans la semaine prochaine. On a une belle commémoration là-dessus à l'église Notre-Dame de la Garde le 31. Si vous êtes disponible, on vous attend à 19h. Mais là, on a quand même notre fondateur qui vient ici à Saint-Jacques avec les Acadiens, les frères Bourg et Brault, les frères par alliance, qui, eux, avaient été déportés en Angleterre, en Virginie en premier, en Angleterre, et ensuite sont rapatriés en France après le traité de paix, et ils vont donc étudier pour devenir prêtres. Alors, j'ai retrouvé donc ces informations-là. Ils vont recevoir les ordres mineurs en 70 à Paris. Ensuite, à Saint-Servant, l'année suivante, lors du recensement, ils sont déclarés comme étudiants pour être prêtres au Canada. Comme de fait, j'ai trouvé le bateau qui les a amenés cette année-là. Le 31 juillet arrive le Céno Dolphin. Les deux frères sont là, cachés. Les frères par alliance. L'année suivante, 13 juin 72, parce que là, imaginez, c'est une colonie britannique, protestante. Il n'est pas question que des prêtres rentrent dans la colonie. Il n'y en est pas question. Alors, le truc qu'ils ont décidé de faire, les évêques, c'est de les envoyer pour finir la formation à Québec. Ils sont devenus prêtres à Québec. Ils ont réglé le problème. Et les gars vont donc être envoyés en mission avec les Acadiens. Alors, on voit donc le 13 juin 72, ils deviennent sous-diacres. Ensuite, chacun est ordonné prêtre à son tour. Alors, Bourg à Montréal, Brault à Québec, est devenu prêtre. Les deux, donc Bourg est envoyé à Carleton et Brault ici, à Saint-Jacques. Et donc, on aura la première célébration eucharistique dans la maison de Charles Forêt, ici, en juin 1772. Donc, il est ordonné, il est envoyé directement auprès des réfugiés acadiens, des migrants acadiens qui sont ici dans la région. Alors, le registre s'ouvre 2 ans plus tard, et donc, on a nos premiers marguilliers, que probablement qu'on a des descendants ici, Guillaume Bourgeois, Victor Richard et Pierre Doucette. Alors, ça, c'est notre petite histoire. La famille à La Prairie, l'Acadie du Richelieu, où là, on s'est donc fait dire que leur ancêtre avait donc marché des 700 puis des 900 kilomètres, mais j'ai trouvé une preuve du contraire. Pauvres eux autres. Le curé d'Hélignerie écrit dans une lettre à l'évêque le 27 août 1768 que voici environ 80 Acadiens arrivés il y a aujourd'hui 8 jours, donc le 19 août, c'était hier, et qui paraissent vouloir prendre parti de ce côté. Si on reprend la carte, la prairie, il y a la 132 maintenant qui sépare l'église, le presbytère du fleuve. Dans ce temps-là, il n'y a pas de 132. Alors, les Acadiens arrivent à la prairie. Qui les accueille? Bien, comme par toutes les paroisses, Monsieur le curé. Monsieur le curé écrit à l'évêque, bien, regardez donc, il vient de nous arriver ça, là, ces 80 Acadiens-là, pour venir s'établir ici. Là, ce qu'il faut savoir, à côté, on a la baronnie de Longueuil. C'est les 2 seigneuries qui sont l'une à côté de l'autre, donc la Prairie et Longueuil. La baronesse, elle a 13 ans. Son tuteur est parti en voyage en France d'affaires. Qui s'occupe de la baronesse? Le curé de la Prairie. Regardons ça. Le curé de la Prairie, c'est lui le seigneur de la Prairie. Ça donne bien. Alors, ils conviennent ensemble de les installer en arrière de la seigneurie, comme ici. Ils ne sont pas restés à l'Assomption, hein, ils ont été envoyés en arrière de la seigneurie qui a fondé Saint-Jacques et toutes les paroisses environnantes, Saint-Ligorie notamment. C'est la même chose à la Prairie. On les envoie sur la petite rivière de Montréal, qui devient la rivière l'Acadie, et nos ancêtres acadiens de cette région-là s'installent. Et quand il dit environ 80, il était 76. Je les ai répertoriés. Alors, il était pas mal près de son chiffre, là, monsieur le curé. Alors, quand ils nous disent qu'ils ont marché, puis ils ont pris le bateau jusqu'à Québec, puis le curé les a notés comme étant arrivés au presbytère à la Prairie. Voilà. En espérant que vous ayez aimé la petite présentation.